c'est toujours avec une spontanéité déconcertante que nous vous retrouvons effectivement pour donner une âme à cette mission qui nous est assignée, celle de vous rassembler et de vous informer. Mesdames et messieurs, merci d'être encore là, car à 12h GMT, on est tous... Merci d'envoyer aussi vos salutations à l'équipe du jour, composée de Jessica Bamba, Aloussène Sidibé, Dr Philo. Alors, j'étais presque sûre que vous viendrez avec une invitée spéciale qui nous vient du pays des hommes intègres. Son nom, Maï Lengali. Je vais vous demander, très cher public, de vous lever pour lui réserver un accueil chaleureux. Chanteuse, auteure, compositeur et danseuse burkinabé. Elle vient nous faire un gros coucou. Merci d'applaudir encore Maï Lengali. Côte d'Ivoire, parce que c'est ici qu'elle a fait ses premiers pas. Maï, en 1994, a suivi une formation au théâtre, puis en danse à l'Institut national des arts et des actions culturelles, à l'INSAC, c'est bien cela. En tout cas, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci Caroline, merci à toute l'équipe de ce midi. Je vous sens très émue là. Je vous sens très émue. Oui, c'est une joie de revenir dans... Je veux dire que la Côte d'Ivoire est aussi mon pays, parce que comme tu l'as si bien dit, j'y ai grandi. Toute mon enfance et mon adolescence. Donc pour moi, c'est vraiment toute une joie. Merci. Et vous n'êtes pas à Abidjan. La joie, elle est partagée de recevoir des frères du pays voisin. Alors, vous n'êtes pas à Abidjan, on va dire, pour faire du tourisme. Non, pas du tout. Même si ça peut arriver de temps en temps. Oui, ça peut arriver. Du shopping ou du tourisme. Du shopping, oui, tu sais, les femmes. Hein? Voilà, en fait, je suis là pour faire pour une promotion. Voilà, d'un album qui est en train de sortir là. Très bientôt. Et la sortie va se faire à l'Institut français à Bobo-Dioulasso. D'accord. Et donc, en attendant, je suis en Côte d'Ivoire pour présenter, n'est-ce pas, ces œuvres-là à mes confrères, consoeurs ivoiriens. Et donc, voilà. Ils doivent s'attendre à quoi? Alors, ils doivent s'attendre à un album rempli d'émotions, un album rempli vraiment de partage, de brassage culturel, d'expériences de plusieurs années entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique, et vraiment un style de musique très 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 enrichi de différentes cultures. Merci infiniment Maï d'être passée sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Et on vous souhaite bon vent. C'est donc avec ces mêmes applaudissements que nous allons dire au revoir à Maï. Et on espère que tout va bien se passer pour vous. Merci Maï. Alors, nous allons aborder le thème du jour et nous le savons très bien que tous, autant que nous sommes, nous avons au moins une fois vu ou entendu parler du phénomène des enfants de la rue. Mais combien sommes-nous à avoir déjà aidé ces enfants et combien de personnes s'en sont réellement préoccupées? La question reste posée. Je ne vais pas aller directement sur vous. Mais il y a des personnes, des âmes généreuses qui arrivent à se distinguer par leurs œuvres. Aider les enfants de la rue est pour moi une vocation. C'est le thème du jour et nous accueillons avec votre autorisation, votre permission et votre collaboration notre invité témoin du jour, Monsieur Kwaku Adaï Polycarpe Giacomo. Voilà.
Monsieur Kwaku Adaï, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Caroline. On est heureux de vous recevoir. Et puis déjà, félicitations pour ce que vous faites. Merci. On aura donc l'occasion d'écouter votre témoignage. Mais avant, retrouvons Dr Philo. Aider les enfants de la rue est pour moi une vocation. Votre avis? Merci. Merci beaucoup. C'est bon, c'est une cause noble. Aider les enfants de la rue, c'est faire du social. Moi, j'en fais chaque jour sur ce plateau. Voilà mes lunettes. Elle a pris mes lunettes, elle n'a pas de lunettes. Donc, c'est du social que je fais. Voilà. Donc, j'aide les enfants, les chroniqueuses de ce plateau, de ce studio. Il faut donner mon truc ici. Vous donnez le truc des gens, vous allez faire comme ça pour vous. Alors, donc, vous revenez au thème. Je veux dire que c'est une cause noble. Hein. La vocation, déjà, la vocation a une connotation spirituelle, voire même religieuse. Merci. Quand on dit une vocation, c'est un appel. C'est l'appel de Dieu. C'est dans les livres saints. Quand Dieu nous appelle parfois, où es-tu donc? Et vous répondez à l'appel de Dieu. Même les musulmans, le musulman, il appelle la prière à 5h30 à Salatu Khayru Mina Naomi. Donc, c'est cette connotation. Pardonnez, ça la boue n'est pas dit que c'est faux. Donc, tout ça, dans cette connotation spirituelle là. Je veux dire, ce que vous faites est bien. Même je le dis tout ici, l'État ne peut pas tout faire. L'UNESCO, même la main, ne peut pas tout faire. Et donc, vous êtes des gens que Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour venir régler nos problèmes. Et Dieu passe par des gens. Et donc, vous êtes ce genre de personnes-là. Je voudrais vous féliciter et continuer dans ce sens. Continuez dans ce sens. Non, mais attends, quand on dit enfant de la rue, mais la rue, est-ce que la rue peut faire des enfants? Non, la rue, c'est un coin où chacun passe. La rue ne peut pas faire des enfants. Un enfant se conçoit entre quatre murs. Mais pourquoi laisser ces enfants-là dans la rue? On le dit toujours. Pourquoi laisser? Non, mais c'est une démission. On le dit toujours. Regardez les enfants. S'ils ont été conçus entre quatre murs, ils doivent être logés entre quatre murs. Entre quatre murs, c'est pas dans la rue. Pas dans la rue. Les enfants, regardez les bébés, tous les enfants sont beaux. Il n'y a pas de... Tous les enfants ont un bon comportement. Ça dépend de l'environnement, de l'éducation qu'on leur. Prenez un bébé chinois. Un bébé chinois de 6 mois, prenez-le. Allez-y, élevez cet enfant à Goïtafla. Il va parler gourou. Parce que c'est l'environnement en fait. Il va parler gourou. Il va pas parler. Oui. Il va parler gourou. J'imagine un petit chinois, ce petit yeux là, très parlé. Mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Et donc votre cause est noble. Moi je dis, vous êtes bien. Et au risque de me répéter, votre vocation est noble. Et votre vocation doit servir de convocation à toutes ces personnes-là qui sont réticentes face à ce fléau-là. Donc il va falloir aider ces enfants-là. Il faut en même temps profiter. Parce que je sais que nous sommes dans une situation qu'on vit en ce moment avec la disparition. On veut faire un clin d'œil à toute la famille du petit Bouba, condoléances. Et en même temps, appeler les parents à prendre leurs responsabilités. C'est déjà fait, mais il y a ces parents-là toujours qui délaissent leurs enfants. Hein? Les enfants, je ne peux pas concevoir qu'un enfant puisse voir un étranger, un inconnu, tu connais pas le monsieur, un enfant. Moi, ça m'arrive souvent. Un inconnu, tu ne le connais pas. Il arrive, c'est l'enfant qui vient. Maman a frappé, mon papa a frappé, maman, il n'a pas mangé. Tonton, si tu veux m'enlever, il faut m'enlever. C'est un enfant qui dit ça. On en voit surtout un enfant qui dit ça. Et qu'un enfant, non. Il faut bien éduquer les enfants. Il faut bien éduquer les enfants. Moi j'ai vu un enfant bien éduqué comme ça qui était fixé par un inconnu. L'inconnu le fixait et l'enfant était bien élevé. Ses parents lui ont dit ne va pas vers les inconnus. Et l'enfant il allait à l'école. Donc il regarde l'inconnu. L'inconnu a arrêté comme ça. Il est prêt à enlever l'enfant. Mais regarde la réplique de l'enfant. C'est quoi? Vous me regardez droit dans les yeux. Moi je ne vous connais pas. Vous êtes un inconnu. Par conséquent, si vous m'enlevez, vous êtes puni par le code pédale, la tic. Le monsieur fait ça. Tu es petit. Va avec tes problèmes. Va avec tes problèmes. Donc ça a sonné l'enfant. Merci beaucoup. Docteur Philo, là, on a affaire à deux catégories d'enfants, certainement de milieux différents. Et je vous conduis tout de suite au micro-studio. Une semaine de micro-studio. Et la question est la suivante. Si vous aviez la possibilité, que feriez-vous pour les enfants de la rue? Je crois qu'il y a un micro là, dans ce public. C'est vous qui l'avez. Bonjour, levez-vous et répondez comme un vrai homme à la question. Et je sais que vous êtes un vrai homme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me présente, moi c'est Tagro Falima Ismaël. D'accord, enchanté. À vrai dire, si j'avais la possibilité d'aider les enfants de la rue, je bâtirais un grand foyer là où j'accueillerais tous les enfants de la rue. Afin de les éduquer et de les apprendre des valeurs morales. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, ils n'ont pas été abandonnés. Comme la Bible le dit, Dieu est le père des orphelins. Et je serai pour eux un père. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, tout de suite on vous appelle. Vous me rappelez votre prénom s'il vous plaît? C'est Falima. Falima. Alors on vous remet la somme de 100 millions. Vous faites quoi tout de suite? Comme je l'ai dit, je bâtis un foyer. Ah d'accord, bon d'accord. Je pensais que les choses allaient changer.
D'accord. Mais je suis sûre que s'il y avait peut-être, je ne dirais pas un détecteur de mensonges, mais si on avait la possibilité d'entrer dans votre tête, à côté de la bâtisse qui appartiendrait aux enfants de la rue, il y aurait forcément, on va dire, vos jolies voitures et autre chose à côté. Je me trompe ou pas? Non? D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous, madame, mademoiselle. Bonjour à tous. Moi, c'est mademoiselle Kwame Armel. Kwame Armel. D'accord, enchantée. Merci. Alors, si vous aviez la possibilité d'aider les enfants de la rue, vous feriez quoi? Ok, à moi, mon avis, si j'avais vraiment la possibilité de les aider, j'allais les accueillir, en tout cas vraiment les prendre de la rue, les éduquer à ma manière, les scolariser pour que vraiment il y ait un toit où dormir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ou ne serait-ce que de récupérer un seul enfant dans la rue Bon, chez moi, j'ai une chez moi. Je l'ai pris dehors, je ne la connais pas, je l'ai pris chez moi. Ah, sérieux là? Vraiment. Ah là là. Ah là 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 là. Ça, c'est du concret. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a un micro là-bas. On a un micro. D'accord. Bravo, hein. Alors, vous vous présentez? Ok, bonjour. Moi, c'est Zamblé Biotignel, élève à l'Institut Frobel Makori. Ravi. Pour me prononcer sur la thématique, si j'avais la possibilité d'aider les enfants de la rue... J'adore cette façon de s'exprimer. Pour me prononcer sur la thématique. Attention. Ça s'exprime là. Donc, si j'avais la possibilité d'aider les enfants de la rue, étant moi-même enfant d'abord, la première base, ce serait la communication. Essayer de communiquer avec eux. Après, faites tout pour les réintégrer dans le tissu social. Parce que dans la rue, ils n'ont aucune éducation, ou du moins l'éducation qu'ils ont n'est pas assez nécessaire pour s'intégrer dans le tissu social. Leur apporter les armes qu'il faut pour se défendre. Oh, je vous adore. Je vous aime. S'il vous plaît, vous me rappelez le nom de l'école? Le nom de l'école? Institut Frobel Makori. Makori. Institut Frobel de Makori. C'est-à-dire que si j'avais un enfant, tout de suite, je l'aurais inscrit dans votre école, franchement. Juste pour ça. Oui. Pardon? Il faut dire que j'ai été étudiant dans cet établissement et je suis vraiment fier de les voir là. Ah, d'accord. Je comprends tout. Merci beaucoup. Alors, le thème, je le rappelle, aider les enfants de la rue est pour moi une vocation. Monsieur Kwaku Adaï, Polycarpe Giacomo. Voilà, j'aime bien prononcer votre nom complet. Alors, vous êtes monsieur homme d'affaires. Vous êtes homme d'affaires. Vous êtes aussi... j'allais dire, comptable de formation, c'est ce que vous avez dit. Vous avez aussi suivi des cours en marketing. Directeur général d'une entreprise de distribution de produits écologiques, propriétaire donc de 2 établissements de nuit dans la commune de Cocody. C'est ça. Et c'est Boaké, plus précisément le quartier d'Aouniansou, qui vous a vu grandir. Alors, vous avez eu la chance d'être élevé par une mère responsable et stricte qui avait à sa charge 2 garçons. 2 garçons, mais la rigueur de cette maman ne vous empêchait pas de ramener chaque fois vos petits camarades vivre à la maison. C'est ça, effectivement. Et on voudrait avoir l'attitude ou la primeur, on va dire, de ce témoignage. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tout le monde. Merci à tout le public de ce midi. Effectivement, tout a commencé à Boaké. À Boaké, étant très jeune, je revenais à la maison avec des amis de quartier. Souvent, je les prenais un peu plus loin que le quartier. On revenait à la maison, on restait 1 ou 2 jours, avec maman, bien sûr. Et ils aimaient bien ça. Donc, j'aimais partager, j'aimais rencontrer des gens. Quand je vois quelqu'un qui est un peu moins nanti en griffe que moi, je veux toujours lui apporter une assistance, je veux toujours rester à côté, toujours permettre aux autres qui sont du même âge que moi et moins nantis que moi d'aller de l'avant. Et je suppose que c'était récurrent. Maman, elle réagissait comment face à cela? Bah, elle réagissait bien, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand ça met plus de temps, elle est beaucoup plus nerveuse. Elle veut absolument rencontrer les parents des enfants, voir un peu d'où ils viennent, pour ne pas avoir de problème après. Ben, vous savez, on s'entête toujours, on passe toujours par derrière, et fait rentrer les amis, et puis on reste 1 ou 2 jours. Voilà, donc ça se passait comme ça. Et celui qui a fait 3 ans? Celui qui a fait 3 ans, c'est une histoire. C'est une histoire assez spéciale. Je suis allé en vacances à Bangourou, et j'étais en classe de 4e, je pense. Et j'ai mon cousin qui m'a présenté à un monsieur, un jeune monsieur, qui était étudiant
qui venait d'être étudiant, orienté à Boaké, dans une grande école, je pense, une grande école d'agriculture ou quelque chose comme ça. Et il est venu à Boaké, sans parents, il ne connaissait personne. Je lui ai dit, sans demander à mes parents, je lui ai dit, bon écoute, quand tu viens, moi j'habite à tel endroit, tu viens, tu habites là. Moi je le dis comme ça, hein, je le dis de façon instinctive. Et un jour on m'appelle, on me dit, ah il y a quelqu'un qui demande après toi. Je dis, c'est qui? Je vois le monsieur. Il dit, non, comme tu as dit que je devais venir, je suis venu voir mon école. Il est resté chez moi 3 ans. Ça n'a pas été facile au début avec la vieille. Elle a parlé, non, pourquoi? On est obligé d'aller à Bangourou retrouver ses parents pour qu'ils se connaissent, tout ça. Mais il est resté 3 ans. Aujourd'hui, c'est comme un grand frère. Il est là, il est à Abidjan, il travaille, et puis on a toujours de bons rapports. Mais justement, je veux dire que qu'est-ce qui vous motivait? Parce que vous n'étiez qu'un enfant, vous n'aviez pas forcément cet instinct paternel-là de vouloir vous occuper de d'autres enfants. Mais qu'est-ce qui vous motivait à les emmener chez vous à la maison? Bon, je pense que c'est... Parce qu'à cet âge-là, quand même, on a d'autres préoccupations. Voilà, d'autres priorités. Là, je ne saurais vous dire ce qui me motivait dans cette période-là. C'était instinctif, ça venait du fond de moi, ce sont des choses que je ressentais. Je ne le faisais pas juste par intérêt ou par chose. C'est après que je me rends compte. Automatiquement, quand je le fais, pour moi, c'est normal. C'est normal que j'apporte assistance ou que je sois avec des amis du même âge que moi ou en train de discuter avec des gens du même âge que moi ou les aider, un temps soit peu, à passer de bons moments ensemble. Mais j'avais aucune conviction en tant que telle. C'était plus jeune, c'était cette façon de délibérer. Vous n'avez jamais eu de mauvaise surprise parce qu'on ne sait jamais, un enfant, il peut être des larcins, des bagarres, ça ne s'est jamais mal passé? Oui, mais quand je ramène des gens à la maison, c'est vrai que je ne suis pas aussi naïf que ça. C'est dire que je sais qui je ramène, mine de rien. Je sais qui je ramène, je ne retrouve pas quelqu'un carrément dans la rue où je ne connais même pas son nom, je connais même pas, j'ai aucune acquaintance avec lui, je ramène chez moi, pas du tout. Ce sont des gens avec qui je passe du temps, que je connais. Et vous êtes audacieux quand même, parce qu'à cette époque-là, c'est pas vous qui achetez le sac de riz des gens, vous venez manger le riz des gens. Effectivement, bon, qu'il y en a pour un, il y en a pour tout le monde. Et pour revenir donc à cette ville-là, la ville de Boaké, où vous avez gardé de très bons souvenirs. Très bons souvenirs, il faut dire que vous avez eu un cursus scolaire assez réluisant. Merci. Si, effectivement. J'ai fait le collège adventiste. Après, je suis allé au lycée classique. J'ai eu le bac. Je suis allé à l'US Korogo. J'ai fait une formation. Je suis revenu à Abidjan. J'ai commencé à travailler dans une société cotonnière. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Non. Voilà, où j'étais au service. Vous avez très bien fait de nous poser la question. D'accord, au service financier d'une société cotonnière. Et puis, la guerre a éclaté. La guerre a éclaté en 2002. Je suis resté 4 mois au nord. Après, je suis rentré sur Abidjan. On m'a demandé de repartir travailler. À cette époque-là, on vous appelait les DG. Voilà, les déplacés de guerre. Pas directeur général, vous êtes devenu un directeur général, mais c'était déplacé de guerre. Effectivement, j'étais un déplacé de guerre. Donc, je suis rentré sur Abidjan. J'ai commencé à faire des travaux, des petits travaux. Et je me suis orienté vers le secteur de la nuit, le secteur de l'animation de la nuit. J'ai travaillé avec un ami d'un bar climatisé. J'ai ouvert le bar climatisé avec lui d'ailleurs. Il en était le propriétaire, moi le gérant. Et puis, après 2-3 ans, j'ai décidé d'ouvrir moi-même mon club. J'ai fait mon club en Hongrie, 7e tranche. Je peux dire le nom, je sais pas, le Bluetooth, voilà. Ça dit en passant. Le Bluetooth, j'ai fait... Vous êtes bien mal. Merci. Merci. J'ai fait mon club. Et puis, après, j'ai fait un maquis, un espace de live. Et puis je me suis lancé dans les affaires, dans la distribution de produits écologiques. Alors à quel moment, puisque vous arrivez à vous intégrer, vous menez vos activités, tout ça, vous avez vos business, à quel moment vous commencez à vous intéresser aux enfants de la rue? Bon, d'accord. Je reviens un peu en arrière parce que je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Le fait de sortir des zones de guerre et puis aujourd'hui me retrouver à ce niveau-là, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et dans les bars climatisés, ce qu'on donne aux gens, c'est la joie. C'est la joie, on essaie de procurer de la joie à certaines personnes. Et moi, quand je vais dans mes clubs, quand je vais dans mes endroits, au sortir de ces endroits, je vois des jeunes. Des jeunes, ils peuvent être mineurs comme majeurs. Voilà, mineurs la plupart du temps, qui sont aux alentours de ces endroits-là pour demander une pièce ou un billet et on leur inculque de mauvaises valeurs comme je ne dirais pas comme le travaillement, des choses, du coup après les voitures. Donc ces jeunes-là m'approchaient souvent. Vous dites, ah boss, non, moi je veux l'argent pour acheter 10 paquets de Lotus pour vendre, je veux tant. Bon, moi je fais de façon délibérée. Quand je peux, je les aide, je les ramène au maquis, ils vont manger, j'organise des bouffe parties, je paye du riz, ils viennent manger. Bon, c'est de façon délibérée. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai repris contact avec ces jeunes en situation de vulnérabilité qui étaient d'abord autour de mes établissements de nuit
et que je rencontrais aussi au plateau ou ailleurs quand j'allais me balader. Voilà. Et après, est-ce qu'il y avait un suivi? Est-ce que vous vous rendiez compte après que ces jeunes-là utilisaient l'argent qu'ils vous soutiraient pour véritablement mener des activités? Oui, c'était ça le problème, parce que le même jeune qui vient vous voir aujourd'hui pour vous soutirer 10 000 francs, vous le revoyez encore 2 jours après ou 3 jours après, qui va vous soutirer encore 10 000. Donc, je me suis dit intérieurement qu'il fallait structurer la chose, qu'il fallait essayer d'aider ces jeunes-là, mais de façon structurée, de façon bien, pour qu'ils puissent se recadrer, se réinsérer et entièrement dans la société ivoirienne. Et voilà. Cette structuration se matérialise comment? Cette structuration n'a pas été facile. Ça, c'était des idées seulement que j'avais. Donc, bon, j'ai eu l'idée, et puis je dormais avec, hein, comme on dit. Comme on dit. Et puis, un jour, j'ai été contacté par des anciens, par des portiers de bars et d'établissements de nuit, qui devaient organiser un événement dans un de mes espaces pour recevoir leur aîné. Donc, quand je suis allé voir mes collaborateurs pour leur dire, bon, voilà, moi, je reçois tous les loubards d'Abidjan, hein, ils disent qu'ils sont 3000, ils viendront dans ce maquis-là, venir faire une fête. Ah non, ça a été la pagaille. Tout le monde a commencé à tourner le dos. Non, à paniquer. Non, les loubards, ils vont nous frapper. Bon, s'ils ne vont pas payer, ils vont venir, ce sera comme ça. Donc, je dis, bon, OK, ce jour-là, moi, je serai là. Mais Caroline, fort a été ma surprise de constater qu'au-delà des loubards, il y avait des gens qui venaient dans de grosses cylindries, des gens dont j'entendais parler avant, qui sont aujourd'hui recasés, qui sont des gens qui sont responsables, ce sont des gens qui sont directeurs de société aussi, qui sont artistes, musiciens et autres. Donc, j'étais avec un ancien de la rue à qui je demandais, mais lui, c'est qui? Donc, quand il me dit le nom, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je connaissais ce nom-là. J'ai dit, ah oui, d'accord, c'est lui. Il fait quoi maintenant? Non, il est en Allemagne. Ah, il vient d'arriver. Ah, et lui? Non, lui, il a été directeur de la PJ. Et lui? Donc, je vais constater qu'au fait, parmi ces anciens de la rue, là, il y avait des gens, il y avait du potentiel. Il y avait des gens qui étaient passés par ces difficultés-là, mais aujourd'hui, qui étaient des exemples de la société. Donc le déclic part de là. Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une plateforme, ne pas créer des conditions pour que ces anciens de la rue, qui sont des exemples, parce que ce n'est pas tous des exemples, hein, ça faut le dire, il ne faut pas se voiler la face, qui sont des exemples d'intégration sociale, puissent pas venir partager ces expériences avec ces jeunes qui sont dans la rue. Donc c'est là que le déclic est passé, je les ai rencontrés, je leur ai expliqué mon projet, ils y ont adhéré, et puis ensemble on a essayé de travailler. Et la matérialisation se fait comment? Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par quoi? On commence d'abord par des rencontres, par l'installation même de l'ONG. Moi, j'installe mon ONG en bonne et due forme. L'ONG Joie de Vivre. L'ONG Joie de Vivre, effectivement. En bonne et due forme, je travaille avec eux. Je leur demande de se mettre en association. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de travailler avec des gens professionnels, de savoir avec qui je travaille, qui est en face. Donc, ils se mettent en association. Je les installe dans tout le district d'Abidjan, à Yopougon, à Djamé et autres. En points focaux, ils sont installés en tant qu'ASICI, en tant qu'association des Aiguilles de Côte d'Ivoire, mais ils me servent de point focal dans différents quartiers. Parce que le principe est tout simple. Après analyse, on a remarqué que tous les échecs, la plupart des échecs qui ont été connus dans ce secteur d'enfants vulnérables, aux enfants de la rue, provient du fait de la communication, comme il a dit le jeune frère, de la communication. Parce que c'est un problème communicationnel. Il faut pouvoir communiquer avec eux, il faut pouvoir parler avec eux, il faut pouvoir vivre leur quotidien, il faut pouvoir savoir ce qu'ils vivent au jour le jour. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, avant de poursuivre, ce qu'ils vivent, leur quotidien, leur réalité? Leur quotidien, c'est dormir dehors, dormir sous les ponts, dormir dans les marchés, dormir sur la table. Le matin, se lever et ne pas prendre de douche. Ne pas prendre de douche et chercher à manger un petit garba, comme on dit, aller garer des voitures, des namas. Le soir, errer dans le quartier, chercher des petits trucs à faire, et puis le même train-train, la nuit, aller se coucher, c'est tout. Je suppose que après avoir échangé avec eux la matinée, lorsque vous rentrez chez vous à la maison la nuit, certainement dans votre lit douillet, vous avez du mal à vous endormir. Effectivement, quand vous pensez qu'il y a des jeunes moins âgés que vous, du même âge que vous, qui sont dehors en train de se faire rafler, parce qu'il n'y a même pas 2 jours, j'envoie un de mes responsables terrain au commissariat de police pour aller libérer 3 jeunes qui se sont fait rafler à l'Ocodrome de Cocody. Hein? Ils sont tout le temps dehors, donc on les rafle, ils ont des difficultés. Bon, voilà. Je voudrais qu'on revienne, avant de passer à une autre question, qu'on revienne, parce que vous vous étiez lancé par rapport à l'activité. Comment est-ce que vous avez structuré cette ONG pour pouvoir aider ces enfants-là?
D'accord, comme je le dis, j'ai installé les anciens de la rue en point focal. Ce sont des différents points focaux dans le district d'Abidjan. Et eux, ils avaient pour mission de recenser tous les foyers d'enfants de la rue. Parce que je me dis qu'eux, ils sont beaucoup plus habilités, ils connaissent la rue, ils y étaient, et ils savent quel quartier, où passer, où rentrer, pour voir qui est là-bas, je pense. Parce que moi, je peux avoir la prétention de rentrer à Bobo, derrière Rail, aller chercher des enfants dits enfants de la rue ou des enfants qui dorment dehors. Voilà. Donc eux, ils avaient cette capacité de réaction, ils avaient la possibilité de le faire. Donc je me suis appuyé sur eux. Quand ils ont identifié et ils ont répertorié tous les foyers d'enfants de la rue, nous, on est parti avec des activités culturelles et sportives. Voilà. Avec eux, bien sûr. Donc, on a fait des matchs de football avec ces enfants, des matchs de maracana. Donc, derrière ces activités sportives qu'on fait avec ces enfants et culturelles, bien sûr, on leur inculque des valeurs de vie courante. Des valeurs de vie courante. Il y a l'alphabétisation, il y a beaucoup de choses qu'on fait par derrière. Parce que ce sont les enfants qui sont habitués à être dehors. Ils sont habitués à ne pas être canalisés. Donc, si vous ne venez pas dans leur environnement avec une activité saine, ils ne vous écouteront pas. Il faudrait qu'ils sentent qu'ils participent à quelque chose et par derrière... Voilà, utile, et par derrière, vous leur inculquez certaines valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. On a même organisé un tournoi au campus de Cocody, au terrain de Maracana, qui a regroupé près de 150 enfants venus de quartiers différents. Un tournoi de football qui a été nommé le tournoi de l'espoir, qui s'est bien déroulé. Les jeunes sont venus, ils ont été contents, voilà. Alors moi, ce que je veux savoir, les personnes, enfin ceux que vous appelez les chefs de terrain, est-ce qu'ils sont rémunérés pour cette activité-là? Est-ce qu'ils ont compris la vision? Donc finalement, ça s'est fait de façon bénévole ou finalement il y a eu une rémunération? Non, en fait. Aucune rémunération. Aucune rémunération. Comme je l'ai dit, il faut pouvoir les intéresser par une activité qu'ils aiment. C'est-à-dire que je serais venu peut-être avec la lecture, il ne m'aurait même pas écouté. Voilà, il ne m'aurait pas écouté. Oui, vieux père, on fait rien ça. Voilà, on fait rien ça. Mais je suis venu avec le sport, par exemple, avec le football. Je sais que c'est le rêve de tout enfant, de la rue, la plupart aiment le football. Donc je viens avec le football, je viens avec la musique, je viens... Imaginez-vous, je viens dans un quartier, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais à Yopougon, par exemple, et puis je viens avec, Père son âme, Charlie Wata, ou je viens avec Ismaël Isaac, ou je viens avec d'autres personnes. C'est vrai que ça les captive. Ouais, ça les captive, donc on crée des activités avec cet artiste-là, et par derrière, on leur inculque des valeurs. Je suis complètement d'accord, mais en même temps, ça reste des enfants de la rue qui ont une seule préoccupation, trouver de quoi manger, avoir de l'argent. Donc finalement, c'est vrai, les activités sont bien pour un moment, mais au final, comment est-ce qu'on fait pour les garder, en fait? Parce que finalement, leur seul intérêt, c'est d'avoir de l'argent. Donc ces activités-là, le temps qu'ils comprennent que c'est un processus et qu'ils ne vont pas gagner, ils ne gagneront pas de l'argent tout de suite, comment vous faites quand même pour continuer à les maintenir, à captiver leur attention? Oui, mais c'est assez délicat. C'est-à-dire que nous, comment on s'arrange? On leur laisse, quand ils sont jeunes, on leur laisse mener leur activité qu'ils exercent la plupart du temps. Et puis, on s'arrange pour avoir 1 ou 2 heures par semaine avec eux. D'accord. Voilà, 1 ou 2 heures par semaine. Les plus jeunes, c'est beaucoup plus délicat parce que les plus jeunes, il n'y a pas d'activité, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire des séances d'écoute, d'orientation avec eux, les orienter vers les centres qui existent déjà. Et la chose qu'on fait le plus, c'est de recréer le contact entre eux et leur famille. L'objectif principal, c'est de les ramener à la maison, de les ramener en famille, voir qu'est-ce qui a été le lien, qu'est-ce qui a brisé ce lien-là entre lui et sa famille. C'est des séances d'écoute qu'on fait avec des éducateurs spécialisés, voir qu'est-ce qui se passe, voilà, pour pouvoir le ramener en famille. Au cas où il y aurait un véritable blocage, on le ramène vers les institutions étatiques. Monsieur Kwaku Adaï, merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé, hein. Ce n'est que la première partie. Vous aurez jusqu'à quelquefois 5 minutes d'expression. Sur ce, la pub. Chat, tweet, snap, live. Chez Move, des 100 francs, vous avez Internet. Tapez étoile 303, étoile 3 dièse. Avec Move, profitez. Avant de redonner la parole à notre invité, nous allons lire la question du jour. La question qui vous permettra donc de gagner la somme de 100 000 francs CFA. Quel est le jour de passage de la rubrique Ces mots d'info? Réponse A, lundi. Réponse B, mercredi. Envoi A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. C'est une réalité. Toutes les semaines, nous faisons gagner 200 000 francs à nos téléspectateurs, enfin,
ceux qui ont le courage et qui prennent le risque quand même d'appeler, d'envoyer des SMS pour nous donner la bonne réponse. Et voilà, nous nous retrouvons en compagnie de M. Kwaku Adayi Polycarpe Giacomo. C'est un nom quand même peu ordinaire. Hein. Merci, oui. Polycarpe. Polycarpe. C'est un nom chrétien en plus. Ah d'accord. Ouais. C'est un martyr grec. Pardon? Un martyr grec. Ok. Et Giacomo, c'est Jacob en italien. En italien. D'accord. Alors avec vous, on parle de vos actions, de vos œuvres vis-à-vis des enfants de la rue. Vous êtes érigé aujourd'hui en ONG pour pouvoir mieux les aider. Et vous nous avez raconté comment est-ce que vous avez structuré les devanciers que vous avez utilisés donc, pour approcher ces jeunes. En même temps, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, il est vrai que ces enfants de la rue sont considérés comme une couche très vulnérable, mais aujourd'hui, ils créent la psychose parce qu'on n'arrive pas à dissocier l'enfant de la rue du microbe. Vous n'en avez pas peur? Sinon, quelles sont les précautions que vous prenez pour aborder ces enfants? D'accord, merci beaucoup Caroline. Ma question vous dérange? Non, non, pas forcément, pas forcément. Mais je pense que c'est le mot peur qui me dérange un peu parce que si on veut mettre la peur devant, on ne fera rien, on ne fera rien. Et puis ceux à qui on a affaire, je pense que ce n'est pas des microbes parce que les microbes, c'est un phénomène urbain, c'est un phénomène urbain qui existe. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je pense qu'un microbe, ça peut être un élève. Bien sûr. Ça peut être un élève, ça peut être un enfant qui a la famille, qui rentre à la maison les soirs, qui revient à la maison avec 200 000 francs, avec des portables qu'il donne à maman. Maman est contente, et puis le matin, il ressort, il repart à la gare ou il repart faire ses activités. Il fait ce qu'il a à faire. Le soir, il rentre encore avec de l'argent aux parents. Donc, je veux dire qu'il faut dissocier un enfant de la rue d'un microbe. Moi, je parle des enfants qui ont eu des difficultés, certaines difficultés dans leur vie, qui se retrouvent aujourd'hui délaissés par la société, qui se dorment dehors, qui n'ont aucun contact avec leur famille qui existe, bien sûr. C'est d'eux-là que je parle. Et je ne pense pas que ceux-là soient des microbes. Ce n'est pas des microbes, mais c'est des potentiels microbes aussi. Hein. Je parle... C'est des potentiels microbes parce que si on y prend garde, qu'on les laisse longtemps dehors comme ça, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Parce qu'il faut un suivi, il faut un encadrement. Effectivement. Vous faites bien grâce à toutes vos actions et j'aimerais savoir comment vous trouvez les ressources pour, faire toutes ces actions-là. Comment vous trouvez les ressources pour mener toutes ces actions à l'endroit de ces enfants? Bon, comme j'ai dit, c'est une ONG, c'est un groupe d'amis. On s'est mis ensemble, il y a des cotisations. On demande à des gens de nous aider, on demande à des bénévoles de venir participer. Des mécènes aussi. Voilà, des mécènes aussi, de façon technique ou de façon financière. Peu importe, c'est le cœur. C'est le cœur qui te dit si tu as envie de faire quelque chose, de faire un geste, tu le fais. Quand on a une activité, on la budgétise et puis on va vers certaines personnes pour dire voilà l'activité qu'on a à mener, voilà combien elle coûte. Celui-là donne 1000 francs, 2000 et puis bon voilà, on sait. En même temps, il y a une question qui me trotte à l'esprit parce que je sais que vous êtes déplacé de guerre, vous n'avez pas eu du mal à vous réinsérer, vous avez, on va dire, un véritable esprit d'homme d'affaires. Et la question que je me pose, est-ce que derrière cette philanthropie ne se cache pas un business? Non, pas du tout, je pense pas. Non. C'est aucun business, d'autant plus que je pense que je ne calcule pas, moi. Je ne calcule pas en énergie, je ne calcule pas en temps quand je consacre ma vie à mes jeunes frères. Je ne crois pas qu'il y ait un business, parce que s'il y avait un business, il y allait y avoir beaucoup de calculs. Vous allez me voir partout pour dire je veux de l'argent, je veux tant. Non, il n'y a pas de business derrière. Moi, je laisse chacun son appréciation. D'accord. Parce que chacun vient avec son cœur, chacun vient aider quand il peut. Je n'ai pas demandé d'argent à quelqu'un. Il vient avec un sac de riz, il vient avec des chaussures, il vient avec ce qu'il peut. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le temps qui nous avait été imparti est échu. On va donc passer la parole au sage Cassie. Merci, monsieur. Merci beaucoup, sage. Votre initiative est vraiment louable et on ne peut que vous encourager. Merci. Mais ce que je crois qu'il faut, comme vous le faites, parce que je constate que vos âmes ne sont pas financières, c'est surtout le cœur et l'envie de servir.
C'est ce que je constate. Donc, il faut mettre l'accent sur votre collaboration avec ces centres d'accueil-là. Ensuite, il faut vous tourner vers l'État pour lui donner l'information, les détails concernant ces enfants. Parce que vous êtes plus proche d'eux. Et ces petits détails que vous allez fournir aux autorités pourront leur permettre, peut-être, inspirer même, à adapter l'aide aux besoins de ces centres d'accueil-là. Vous voyez, à ce niveau, vous pouvez contribuer puissamment. Ensuite, il faut vous tourner aussi, pourquoi pas, auprès du ministre de la Famille, du ministère de la Famille, pour plus de sensibilisation. Parce qu'on a besoin de sensibiliser les partenaires de cette affaire-là. Comprenez? Que ce soit les éducateurs, les parents et tout le monde, on a besoin de les sensibiliser. Effectivement. Alors, moi, je me tourne vers les parents pour dire que ces enfants-là, nos enfants, même quand ils sont mauvais, nous devons les subir. Ce n'est pas aux autres de les subir, c'est nous qui les avons engendrés. Donc, nous devons les subir. Pour ne pas que des innocents les subissent à notre place. Donc, si on fait un effort dans ce sens, on est plus tolérant, on les accepte. On peut tenter de les redresser, mais il ne faut jamais démissionner. Jamais. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, vraiment, monsieur, je vous félicite, je vous remercie. Merci beaucoup. Et continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup. Message à Cassie. Monsieur Kwaku, Adaï, en tout cas, merci pour ce joli témoignage. Il est très, très édifiant. On n'a même pas eu l'occasion de parler de ce jeune homme que vous avez recueilli, ce jeune que vous avez retiré de la rue aujourd'hui, qui est devenu un artiste. Vous l'avez encadré. Aujourd'hui, il a une éducation, il a un toit. Et c'est ce qu'on souhaite aussi à tous ces enfants qui sont dans la rue. Merci infiniment pour toutes ces œuvres. Et voilà, on aspire à un monde beaucoup plus solidaire. C'est innovant, c'est innovant. Vous connaissez bien le propriétaire de cette chronique, j'ai envie de dire. Aloussène Sidibé, on vous retrouve tout de suite. Salut férus d'invention et d'innovation, Made in Côte d'Ivoire d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est pas trop la forme, mais on fait avec. Aujourd'hui, je vous propose... Quoi? C'est pas trop la forme? Oui, c'est pas trop la forme. Un début de palu ou bien c'est pas... Donc on va continuer, on poursuit rapidement. En fait, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'application SAM. L'application SAM, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été développée par un jeune Ivoirien du nom de Ngoran Richard. Et cette application vous permettra, très chers téléspectateurs et aussi chers membres du public, de payer plus facilement vos factures d'électricité et d'eau. On est d'accord, vous et moi, que on n'est jamais heureux lorsqu'on se met dans une file d'attente pour régler sa facture. Ça ne donne pas envie de sourire. On va jamais t'appeler pour te dire « Allô, oui, t'es où ?» Tu dis « Là, je suis dans une file d'attente pour régler ma facture. » Et tout le monde, il est content, tout le monde est beau, tout le monde sourit et je passe un bon moment. Non, c'est impossible. On est tous nerveux, on est tous vénères, fâchés et tout. Et donc, monsieur Ngoran a pensé à une application, donc à cette plateforme-là pour nous permettre de régler nos factures. Comment? L'idée est simple. C'est vrai qu'il y a le paiement mobile money qui est là. Ouais. Mais derrière le paiement mobile money, on a des imperfections. Je ne critique pas, il y a des imperfections, il n'y a pas de célérité dans le service. Et trop souvent, des abonnés se plaignent de ne pas recevoir leur numéro d'authentification. Ça nous est déjà tous arrivé, on ne va pas le nier. Et donc, lui, il a pensé bien d'ouvrir une sorte de compte qui va recueillir de l'argent pour vous, un compte SAM. Comment ça marche? C'est que lorsque vous avez une facture d'électricité de, on va dire, 20 000 francs, avant la deadline, donc avant la fin de, la date limite, vous pouvez avoir entre vos mains 10 000 francs. Vous déposez directement sur le compte SAM. Et automatiquement, la maison, donc l'entreprise de distribution d'eau ou de courant retire l'argent. Vous avez un message qui vous est envoyé directement pour vous dire que vous avez payé telle somme dans votre facture. C'est totalement automatique. Et aussi, vous pouvez le recevoir par mail. Prenons l'exemple où vous avez reçu la facture et vous n'avez pas pu utiliser l'application SAM de M. Ngoran Richard. Vous pouvez juste la payer de votre maison, donc mettre les informations requises depuis l'application, donc déposer l'argent et celle qui est chargée du service, donc de la récolte de cet argent-là, n'a qu'à cliquer sur un bouton et récupérer l'argent. C'est totalement automatique. Ici, l'avantage, c'est que s'il y a un
problème de réseau, parce que généralement, quand il y a un problème de réseau, vu que quand on règle par mobile money, on doit passer forcément par le réseau mobile. Et donc, quand il y a un problème de réseau, c'est difficile de payer sa facture. Et on sera vraiment, vraiment triste de voir que son compteur être arraché et dormi pendant une semaine dans le noir. C'est triste. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'avec cette application, avec cette application, le prélèvement est fait de manière automatique. Donc, un arrangement sera fait entre l'application et, je veux dire quoi, les réseaux mobiles qui seront affiliés et deux, les maisons de distribution d'eau et de courant. Moi, pour moi, c'est innovant, c'est pratique, c'est utile, ça permet une célérité dans le travail et surtout un plus-value dans le service que ces maisons de distribution d'eau et de courant proposent à leurs consommateurs. C'est tout simplement... C'est innovant et c'est payant. C'est vraiment innovant. Donc j'aimerais vraiment des donations pour M. Ngora. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien pensé. Alucène Sidibé. C'est innovant. C'est vraiment innovant, n'est-ce pas? C'est tout simplement waouh. Alors nous allons passer à une autre chronique, celle de Jessica Bamba, C'est Midi Club ou le club C'est Midi si vous le voulez. C'est tout de suite. Vous rappelez certainement de la dame Pélagie qui est passée sur le plateau de C'est Midi parce qu'elle recherchait le père de son enfant. Eh bien, juste un mois après son passage, je suis allée la voir pour savoir s'il y avait de bonnes nouvelles ou pas. La réponse en image. Pélagie était pendant des années à la recherche du père de sa fille, Edwige Kama. Pélagie a voulu nous raconter son histoire, une histoire pleine d'émotions qui a ému toute la toile. L'avis de recherche pour retrouver le fameux Didi a été lancé. Plus d'un mois après son passage, je décide de prendre des nouvelles et peut-être en apprendre une bonne. Bonjour Edwige, bonjour Pélagie. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, je veux savoir, après le passage à C'est Midi, qu'est-ce qui s'est passé? 5 jours après, le vendredi, j'étais à la maison, le vendredi soir, vers 21h30 comme ça, 22h, le téléphone sonne. Je décoche, et il me dit bonsoir, j'ai dit bonsoir. Il dit c'est Didier. Puis je vois pas, il dit quoi? Il dit non, c'est pas à cause de moi, tu allais pleurer à un pays là, c'était comme ça. Il dit ah, excuse-moi, pardon, j'avais tellement. En tout cas, j'étais découragée, je me suis dit peut-être après l'émission, 2 jours après, j'allais m'appeler, mais jusqu'à 4 jours. Pour moi, j'étais découragée. Oui, samedi, j'étais allée le voir d'abord, avant elle l'a appelé. Il dit, j'ai retrouvé son père. Donc lui aussi, il est revenu, il n'a pas suivi l'émission. C'est sa soeur qui a suivi ça aux États-Unis. Et qui l'a appelé? Qui l'a appelé. Il dit, ah, il y a une dame qui est passée à Ce Midi là. Elle est venue pleurer là. Elle cherchait certains Didier, est-ce que c'est pas toi? Il dit, il ne faut pas chercher, mais c'est moi. Si pour Pélagie c'est un soulagement, Edwige quant à elle va enfin commencer à écrire un nouveau chapitre de sa vie avec son papa tant rêvé. Elle pourra enfin oublier les frustrations, la tristesse et la solitude causées par l'absence d'un père. Le lundi, vous avez rendez-vous. Tu arrives sur le lieu de rendez-vous, tu ne le connais pas, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Donc comment tu fais pour le reconnaître? Comment ça se passe? Quand elle m'a vu, il dit ah, Edwige c'est comme, il dit ah ça va, mais c'est pas que c'était oui. Non, c'est que ça arrivait chez maman. C'est quand on est arrivé chez maman, mais il a su que vraiment c'était lui. Quand on est arrivé chez maman, il dit ça fait du il dit non, avant que ça à l'école. Et c'est dit maman n'est pas l'argent pour me mettre à l'école, que ça arrive, c'est pas parti. Il m'a dit là qu'il n'y a pas de problème. On voit ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, vous appelez régulièrement et tout ça? Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, on estime qu'un enfant sur 4 vit avec un parent seul. Vivre avec l'absence d'un parent peut avoir des répercussions sur la vie adulte de l'enfant. Cela génère une indifférence affective qui nous mène à être moins sûrs de nous au moment d'établir certaines relations et crée également la peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Mais un parent, ce n'est pas forcément celui qui donne la vie, mais celui qui accueille, qui donne l'amour et qui protège. Waouh. Et je veux dire que les réseaux sociaux ont quand même joué leur rôle. Hein. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Vraiment, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont massivement partagé cette émission-là. On a enfin retrouvé le papa de cette jeune fille et je pense que si la photo veut bien s'afficher, ils ont pu se voir. Donc merci à tous et à la semaine prochaine.
Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est le changement. Voilà, la tristesse, de la tristesse, on est passé à la joie. Et voici un sujet qui va nous procurer aussi de la joie. On va parler donc d'activités de loisirs socio-éducatives en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous accueillons tout de suite, sous vos ovations, Monsieur Léon Koragbé. Merci, Monsieur Léon Koragbé, président Soliciproc International et animateur éducateur de profession. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, parlons très rapidement de ce concept. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Déjà, le concept, il est tout simple. En fait, je suis président de l'association Soliciproc International. Et l'objectif principal est de développer les loisirs socio-éducatifs entre le Nord et le Sud, donc l'Afrique et la France, et permettre aux enfants qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire de savoir ce que c'est que des vrais loisirs encadrés par des adultes, au même titre qu'on vit en France là-bas. Et qu'est-ce que vous proposez comme vrais loisirs, j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que des vrais loisirs, ils en ont ici aussi, hein, tout le monde en a, mais en fait c'est plutôt des loisirs encadrés par des adultes qui soient accompagnés sur une journée et qui permettent à l'enfant de se découvrir d'autres talents que de passer uniquement par des activités sportives en tant que telles. C'est de développer ce qu'on a ici de culturel, du sportif, de l'éducatif, et en lien avec vraiment tout ce que peut faire un enfant pour se découvrir lui-même et permettre à ces enfants-là d'avoir un échange avec des enfants en France, échanger autour de tout ça et permettre de pouvoir ne pas se regarder en chien de faïence, parce qu'on a rencontré, pas plus tard que dans notre dernier événement, des enfants qui viennent de Daloa, du moins de Davou, de Bassam, de Cocody, de Marcory, qui se sont rencontrés une journée, le 25 dernier, au lycée classique de Cocody, autour d'un grand événement qu'on a chaque année en Côte d'Ivoire et qui a permis à ces enfants-là de se retrouver autrement que par, par des attaques, par des rencontres, on va dire, assez méchantes, mais autour d'actions solidaires et citoyennes. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau de C'est Midi et nous allons vous demander de rester en notre compagnie. Il y a des gens qui sont venus nous dire bonjour. Voilà. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que tu as mangé ce matin? Je me suis mangé. Pardon, on ne dit pas je me suis mangé, on dit j'ai mangé. J'ai mangé. Tu as mangé quoi? J'ai mangé kwaku. Pardon, maman. J'ai mangé toi chinois là, faut pas te taire. Alors, on est là justement pour parler de Bonjour Korogo. Maman, on va à Korogo. Le samedi, on va jouer au stade de Korogo. D'accord. Avec tout ça là. On va jouer là-bas. Et puis, maman, le petit frère de Bob Marley. Il s'appelle Boukari. Alors, il faut passer la parole au petit frère de Bob Marley. Il y a longtemps, on l'a pas eu. J'étais tellement ému. Voilà, il faut dire qu'on t'en va à Korogo. Tout ce que tu vois là, nous on va à Korogo. Et samedi soir à Korogo. Samedi soir à Korogo. C'est bonjour de donc il n'y a plus rien à annoncer. Vous qui sont là-bas. Merci. Voilà, vous nous attendez, on arrive là-bas, comme il a dit, c'est le nouveau recrutement qu'on a fait, c'est moi qui ai là. Donc j'arrive là-bas, Caroline, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Léon Koragbé. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Une chose à rajouter rapidement avant de nous quitter? Juste dire que nos événements ont lieu une fois par an en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons créé donc une structure, un siège ici, en Côte d'Ivoire, et qui prendra effet avec des projets citoyens avec des enfants de toutes les communes et qui démarrera incessamment sous peu. Merci. Et on espère vraiment qu'on fera profiter à tous les enfants de tous les districts d'Abidjan. Merci infiniment, Monsieur Koragbé. Et profitons donc pour saluer l'établissement Institut Frobel Marcory à Noumambo. Merci d'être là. L'Institut des sciences et ingénieurs de développement. Merci beaucoup. L'Institut des sciences et ingénieurs de développement, ISID, c'est bien cela. Merci d'être là et merci aussi au fan club C'est Midi. Et voilà,
finale à cette émission. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, Bonjour Korogo, c'est pour ce samedi. À partir de quelle heure? 19h. À partir de 19h au stade de Korogo. Au revoir.